Nouvel épisode Master aujourd'hui, nouvel épisode. Et comme d'habitude, on va essayer de se surpasser. Comme d'habitude, on va essayer de vous donner encore plus de value. Comme d'habitude, on va essayer de vous faire gagner du temps, gagner beaucoup d'argent. Tout ça simplement en écoutant ce podcast. Donc si vous êtes abonné et que vous avez l'habitude de regarder ces podcasts, vous savez qu'il y aura de la valeur. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez ce podcast, regardez bien jusqu'à la fin et appliquez. Littéralement, on vous donne des choses applicables. Et c'est pourquoi les gens aiment ce podcast. Aujourd'hui, on va commencer directement avec de la value. Nico, qu'est-ce que cette semaine t'as appris? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager de valuable à l'audience directement qui nous regarde? Qu'est-ce que tu pourrais leur partager, qui pourrait appliquer et gagner plus d'argent, ou gagner du temps ou se sentir mieux? Cette semaine, je suis tombé sur une créative statique qui print d'une marque qui fait à peu près 4 millions, 5 millions par mois aux US. Un produit pour le ventre, pour pas être ballonné, etc. Je suis tombé sur une statique qui est toute simple à reproduire et qui explique juste à l'intérieur. Je vais mettre à l'écran pour les personnes qui regardent. En gros, ça dit pourquoi est-ce qu'on est plus cher. Et ça met toutes les raisons de pourquoi ils sont plus chers et parce que du coup les gens vont avoir des meilleurs résultats parce que c'est un meilleur produit, etc. Juste, il y a une image du produit et ce texte à gauche. Et ça redirige sur leur landing page qui est ensuite un quiz. Ils ont un positionnement directement différent avec ce type d'ads où c'est qu'ils ne sont pas là à combattre avec le prix, mais juste ils ont un meilleur produit. Ils font des ads comme ça et ensuite leurs ads vidéo, c'est des ads similaires de cette créa statique que j'ai partagée. Vu que c'est de l'abonnement, ils se permettent aussi de spend un peu plus et ils printent fort comme ça. Ils mentionnent le prix dessus? Non, sur l'ads, ils ne mentionnent pas. Ok, ils mentionnent juste qu'ils sont plus chers. Ouais. Du coup, pourquoi est-ce qu'on est plus cher? Pourquoi est-ce que ça vaut le prix? Ils ont plein de hooks comme ça sur la statique et il y en a notamment une qui print fort, celle que j'ai mis à l'écran. Et celle-là, elle n'a pas été reproduite en Europe, elle n'a pas été reproduite même aux US, donc c'est tout fraîche. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez appliquer et printer fort. énorme. Mais ces types de créatives-là, c'est magique si elles marchent, parce que ça veut dire que tu vas attirer automatiquement la bonne audience qui a les problèmes et qui veut vraiment solver les problèmes qu'ils ont et qui sont prêts à payer le prix. C'est genius de faire ce genre de créative. En fait, les autres, ils viennent faire le travail à ta place, ils éduquent le marché, ils expliquent même aux différents stades, même ils expliquent pourquoi c'est ce produit qui résout ce problème, pourquoi ce problème est bien résolu grâce à ce produit. Et nous, on vient, ok, on a juste le meilleur produit. Ouais, on n'est pas forcément les moins chers, mais on a le meilleur produit. C'est Donc, ça, c'est leur statique qui print en ce moment. énorme. Il faut que j'aille regarder toute leur bibliothèque publicitaire. Une marque qui est fort en créative. J'aime bien analyser ensuite leur stratégie. Comment est-ce qu'ils construisent leur stratégie pour faire ils font quand même 4 millions par mois, donc c'est pas mal. Comment est-ce qu'ils construisent leur stratégie? Et des fois, tu peux voir que pour certains produits, après ça dépend des niches, mais certains se focalisent seulement sur, par exemple, le solution aware et discréditent les autres. S'il y a un marché qui est tellement énorme et qui est tellement compétitif, eux, ils se positionnent juste sur ok, dès que les gens veulent comparer, dès que les gens vont acheter le produit, ils vont venir acheter chez nous. Et ils ont peu d'ads, ils se focalisent sur peu d'ads qui est plus haut en stage d'awareness. Donc, je sais pas si les gens, je pense que les gens qui regardent ce podcast, on en a déjà parlé plusieurs fois. En gros, c'est le stage de conscience de vos prospects par rapport au produit. Est-ce qu'ils connaissent votre produit? Non. Est-ce qu'ils connaissent qu'ils ont un problème? Oui ou non? Est-ce qu'ils connaissent rien du tout? Ou est-ce qu'ils connaissent les solutions qu'ils sont déjà en train de comparer? Et certaines marques qui font déjà du bon argent, mais qui sont pas à next level, je parle pas des marques qui font quand même moins que 5 millions par mois, des fois, elles font beaucoup d'argent juste en maîtrisant un segment d'awareness. Mais ça, maintenant, avec Andromeda, ça devient de plus en plus dur parce que Meta veut vraiment qu'on ait une diversification, qu'on cible précisément un avatar et par différents stages d'awareness. Meta, maintenant, vraiment ce qu'il veut. Et là, je suis en train de prendre des calls, je partageais pas mal d'insights avec Meta aussi, c'est-à-dire quelqu'un chez Meta. Pas les calls que tu peux prendre, qui te proposent, ça c'est du bullshit, mais vraiment des calls avec des gens vraiment très quali qui connaissent l'algorithme, qui travaillent chez Meta. Et je n'ai appris des choses incroyables. Mais bref, maintenant, ce qu'il veut, Meta, c'est vraiment que tu targetes un avatar. Genre, ça peut être un avatar de manière un homme 40 ans qui est un père, qui a un bidabière, etc. Ou peut-être un homme de 40 ans qui est anxieux et qui a besoin, émotionnellement a besoin des validations des autres pour acheter. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être de manière précise, de plein de manières différentes, mais Meta veut que tu targetes en fait des ads pour un avatar très précis et que tu crées l'ads pour un avatar précis. C'est-à-dire que tout ton ads
Si c'est pour un père qui a du bid, elle doit être précise pour lui. Ouais. Et limite, l'ADS, ça peut être juste le père avec le bid, Ouais. une photo de la personne de 45 ans avec un gros ventre. Et juste ça en ads, en ce moment aussi, ça marche bien. Ouais. Ah oui, c'est ça. On a analysé avec les équipes pour un projet qu'on fait, qu'on va partager. En fait, c'est une boutique qu'on crée pour la communauté. Pour partager en études de cas. Ouais. Exactement. Pour le school. Et certains concurrents, en fait, ils ont simplement l'Ads Library rempli d'images toutes simples, faites avec Nano Banana, faites aussi. Je pense pas que c'est des vraies personnes qui font ce genre de photos, je pense vraiment que c'est Nano Banana. Juste des images toutes simples, prises en photo, où c'est naturel. T'as la personne, elle est assise, on voit son gros ventre, ou on voit son dos qui est bizarre, etc. Et il y a genre des centaines et des milliers d'ads comme ça dans leur Ads Library. Et juste, ça fonctionne. Ça target vraiment avec une précision monstre. Parce que l'algorithme, comme tu dis, il comprend mieux, il comprend encore plus directement les c'est visuels. exactement ce qu'il veut, l'algorithme. Mais oui, mais je veux dire, aux US, ça commence à être compris, ça commence à être propagé. Et en Europe, j'ai pas vu beaucoup de personnes être rapides là-dessus. Donc, vraiment, ce type d'ads fonctionne à merveille dans tout ce qui est santé, bien-être, beauté. C'est en train de printer énormément. Juste, tu montres le pain point en image toute simple, vraiment raw. Ensuite, tu fais un travail au niveau de l'ad copy. Souvent, tu peux mettre le même ad copy sur la plupart des ads. Comme ça, tu testes vraiment juste l'image. Mm-hmm. Tu rediriges sur ta LP principale et tu fais beaucoup d'argent. Ouais, ça, c'est Et je vais montrer des exemples, encore une fois, de ces images-là et des exemples de Ads Library qui printent avec ça. Ouais, on pourra montrer des exemples. Mais ça, c'est trop peu exploité et pourtant, ça marche et c'est tellement simple. Après, il y a l'aspect ad copy qui est très important parce qu'en fait, quand tu mets une image comme ça, on va dire très native, les gens vont lire l'ad copy. Enfin, Meta sait que il va montrer à des gens qui vont venir lire l'ad copy, donc l'ad copy est très importante. Nous, ce qui avait marché pour ça, on l'a fait notamment en produits de santé, c'est de mettre des images toutes simples mais qui sont eye-catching. C'est-à-dire que ça doit attirer l'œil. Donc, je peux partager quelques values de ce qui avait marché pour nous et ce qui marche encore pour nous. Alors, c'est de mettre des images qui pourraient être winning en native ads. Le native ads, pour ceux qui ne savent pas, c'est de faire des pubs sur des journaux en ligne, sur des blogs, etc. Et la plupart des statiques qui marchent bien, c'est des statiques où c'est que c'est des fois tout con, mais ça attire l'œil, ça attire l'attention, puis ça donne envie de cliquer. Et aussi qu'il y a un aspect quand même de contraste. C'est-à-dire que voilà, ça retient l'attention et on va venir cliquer. Et ça peut être des genres de photos. Par exemple, nous, c'était deux jambes. C'est que deux jambes qui étaient un peu gonflées. OK. Et en fait, ça représentait l'avatar qui avait les jambes gonflées et swollen legs en anglais. Et ensuite, il y avait un ad copy qui était tourné d'un point de vue. Donc, point de vue, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, on peut scripter différentes créatives, différentes ad copies sur différents points de vue. Il y a le point de vue on est la marque, le point de vue eux, c'est-à-dire je compare, le point de vue eux, mais je suis un client, le point de vue eux, mais je suis un docteur, le point de vue lui, parce que je suis son mari, le point de vue lui, parce que je suis un ami, bref, il y a plein de points de vue, et selon les points de vue, ça peut activer différentes émotions ou targeter différents avatars. Bref, nous, on avait utilisé, voilà, c'est un peu technique. Pour ceux qui arrivent sur ce podcast, voilà, vous comprenez direct tout ce que vous arrivez. C'est très technique, on vous donne des choses concrètes. Applicables. Donc, le point de vue que nous, on avait utilisé, c'est ma mère. OK ? C'est-à-dire, on voulait targeter des vieilles dames ou des mamans qui ont une mère qui aurait ce problème-là. Parce que les gens qui ont des jambes gonflées, principalement, où on targetait les US, c'était des dames âgées. Et c'était ma mère n'en pouvait plus de ses jambes enflées. Et en gros, c'était une histoire sur sa mère avec très forte émotion. Puis elle a utilisé ça et ça a fait des miracles pour elle. Je ne peux pas garantir que ça aidera peut-être tout le monde, mais en tout cas, pour ma mère, ça a fonctionné. Enfin, vraiment un truc très authentique, très bien copyrighté. Et ça printait fort. Et ces genres d'ads, on le refait maintenant. C'est que simplement, on teste différents angles. OK, on sélectionne la bonne image. Maintenant, avec ChatGPT, avec Nano Banana et ChatGPT, c'est trop simple. Parce que tu peux faire des images natives, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est pris avec un iPhone, mais avec l'IA. Et ça, c'est trop simple. Par exemple, tu veux vendre un pantalon, tu prends un homme avec un pantalon, un torse nu, tu mets une femme à côté qui la tient, et après, tu peux faire un texte
par exemple, de la femme qui dit, je sais pas, un truc très trash, on était bord du divorce, mais il s'est rattrapé parce qu'il s'habille beaucoup mieux. Maintenant, c'est un vrai homme. Avant, il portait des trucs, ça donnait même pas envie d'aller au lit avec lui le soir. Toi, c'est genre date copie. Et ça print. Parce qu'en fait, Meta comprend qu'il va venir montrer à des gens qui vont venir les date copie. Donc, ton date copie est important. Et ensuite, l'image est importante. Et les CPM, les CTR sont vraiment très, très bons. Quand tu fais ce genre d'ads, tu fais toujours... c'est égal de la page qui le publie ou... Très bonne question, j'allais venir, t'es malin. Idéalement, ça fonctionne mieux en advertorial ou avec une pré-landing page après. C'est vrai que vu qu'il n'y a pas assez de bloc marketing, tu peux avoir un faible taux de conversion si après ta landing page est directement une product page, tu sais qu'il n'y a pas ce qu'il faut dans l'ordre. Donc idéalement, un advertorial après, du type listicle ou du type une histoire, fonctionne très très bien avec ce genre d'ads. Souvent, ces ads-là, on les renvoie sur des pré-landers, type advertorial, etc. Ouais, ça fait sens. Et également au niveau de la page méta. Page méta, idéalement, de faire des méta, très bonne question nouveau. Idéalement, on fait ça avec des pages troisième partie ou partnership. C'est-à-dire, c'est pas la marque qui dit ça, c'est quelqu'un. Ouais, ça c'est game changer. Ça, c'est game changer. Et toi, au niveau des advertorials jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi qui t'a fait le plus chiffrer? Quel type d'advertorial de ton côté fonctionne le mieux? Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ceux qui font des advertorials, ça représente peut-être le 2% du marché. C'est-à-dire, quand vous faites des advertorials, je sais pas comment on les appelle, vous allez déjà être plus fort que la plupart des e-commerçants parce que la plupart ne font pas cet effort-là. Donc, c'est très rare. Donc, déjà, si vous regardez ce podcast, je pense que vous savez que c'est important. Donc, si vous faites des advertorials, vous aurez un avantage compétitif parce que vous allez pouvoir toucher des gens qui sont moins aware du produit et que vous savez que vous allez avoir plus de couches marketing, plus de scalabilité avec un advertorial. Ce qui a mieux marché pour nous en santé, c'est les types story, les types histoire et les types articles d'un docteur en santé, ok? Parce qu'on a fait pas mal de santé. On a fait aussi d'autres niches. Pour chacune de ces pages, tu fais avec un autre URL, un autre nom de domaine ou... Non, tu peux, mais tu peux garder le même nom de domaine. Nous, on gardait le même nom de domaine, on a fait des deux. Ce qui marchait très bien en santé, c'était type docteur. Mais je veux dire, tu as pour toutes ces pages différentes un nom de domaine différent du shop, mais que tu gardes pour toutes ces pages, ou alors c'est le même URL que le shop? Le même. Que le shop? Que le shop, ouais. Ok. Le même. Simplement, les gens le voient pas. Mais tu peux faire un nom de domaine différent aussi. Mais nous, tu peux garder le même. Pour le 20 du 80, c'est tu gardes le même. En santé, ce qui marche très bien, c'est une histoire de docteur ou les docteurs. La découverte d'un docteur, okay, pour ce nouveau gadget, ce nouveau produit. Et en fait, c'est le docteur en fait, qui fait une review. C'est un point de vue très important qui a beaucoup d'impact parce qu'en fait, c'est comme si un docteur, tu vois, c'est une figure d'autorité, il va dire, OK, moi, je croyais des choses, moi, on m'avait appris des trucs, et là, j'ai découvert quelque chose. En plus, ça marche sur mes patients. Alors, c'est pour ça que je fais cet article-là, c'est pour vous partager cette découverte. Et en plus de ça, voilà, il y a une startup qui le fait ultra bien. Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé, blablabla. En gros, ça, ces articles-là, ça marche très très bien en santé. En fashion et en produit, c'est qu'il y a moins besoin de venir expliquer. C'est que le produit, il est facilement compréhensible. C'est-à-dire c'est que tu vois que c'est un vase, tu vois que c'est un t-shirt. Toi, tu n'as pas besoin d'un docteur qui t'explique, voilà, ce t-shirt, c'est une nouveauté. Et ben, des listicles, par exemple, ça fonctionne très bien. Par exemple, aux US, là, tu pourrais dire pourquoi les femmes aux États-Unis qui veulent une maison, je sais pas, tu donnes le style qu'elles veulent, je sais pas, une maison chic, achètent ces nouveaux vases pour je sais pas quoi. Puis après, tu peux faire cette raison. Ok, 1, parce que ça calme l'ambiance. 2, parce que instantanément, ça ajoute un effet de luxe. 3, parce que si, parce que ça. En fait, tu vas venir mettre en avant les points importants émotionnels ou pas, de ton produit. Pour des produits qui, de base, il n'y a pas besoin, j'ai l'impression qu'il y a pas trop de concurrence qui le fait, exactement, qui le font bien. Ouais. Et surtout, les personnes le faisaient beaucoup en native, comme tu l'as dit au début. Et c'est vrai que quand moi j'ai spy Adplexity, toutes les façons pour voir un peu comment au native a des chiffres, produits tout simples, des vestes, des pulls, ils font des advertorials. Ouais. Et c'est limite le pull magique. Ouais. C'est cette raison pourquoi le pull vous tiendra au chaud malgré que vous êtes dans la glace. Ouais. Et après, tu as toutes les raisons, alors que moi, personnellement aussi, j'avais toujours l'habitude de vendre direct achat sur la page produit. Mais quand tu fais ça sur un produit où les autres ne font pas forcément et que ça fait sens, banger. Ouais.
Ben, et la plupart des gens, ouais, mais ça vaut pas vraiment la peine de faire ça si ces gens sont déjà aware de la veste, etc. Et moi, j'ai juste envie de répondre, putain, tu vas à 2 magasins, ok? Tu vas à 2 magasins. Premier magasin, il donne un catalogue. Il dit, tiens, voilà nos vestes. Toi, tu aurais les catalogues, ok. L'autre, il te donne un catalogue, il dit, regarde, il y a un grand article. Lis cet article. Cette nouvelle veste révolutionnaire fait jaser le monde de la mode. Pourquoi? Elle est faite en peau d'ours qui est beaucoup plus chaud que le reste. Nanana. En fait, tu vas venir créer une histoire, tu vas venir créer de l'envie, tu vas activer des pics émotionnels et du coup, tu vas acheter où? Tu vas acheter où c'est que tu as passé plus de temps, où c'est que tu as eu plus de contexte. Donc les gens qui disent ça sert à rien et tout, c'est des flemmards. Eux, ils n'auront pas de résultat. Ceux qui regardent ce podcast, ils savent que c'est important. Et c'est pour ça que faire des advertorials, même quand les gens ne le font pas dans la niche, ben c'est encore mieux. Parce que t'expliques mieux si les gens passent plus de temps avec toi, mets ta récompense, et les gens ils vont acheter chez qui après? Ils risquent d'acheter chez toi. C'est pour ça aussi que les VSL fonctionnent bien parce que la personne passe plus de temps et du coup c'est comme par exemple quand on regarde les politiciens parler à la télé, ceux qui ont plus de temps, ils ont forcément plus de personnes qui ont le temps de comprendre ce que eux veulent dire et être dedans. Et c'est la même chose. Quand tu écris beaucoup de choses, ils sont dedans et ils comprennent pourquoi acheter. L'attention, c'est tout. Plus tu as d'attention, plus les gens penseront à toi, plus les gens achèteront chez toi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si le ROS en front n'est pas forcément fantastique sur une campagne advertoriale, parce que souvent les advertoriaux, on lance sur une nouvelle campagne, après, ça booste le reste du funnel. Parce que les gens vont peut-être lire l'advertorial, peut-être d'un coup, ils vont pas acheter direct, mais plus tard, en tête et ensuite, voilà, ils vont être arrêtés, ils vont atterrir directement sur la fiche produit et là, ils vont acheter. Donc en fait, on construit un écosystème solide. Ça, tu le fais, tu testes des advertorials après combien de spend day Ça dépend de la niche. En fait, parce que c'est vrai qu'en vrai, tu peux faire des testings où c'est directement comme ça quand tu vois que c'est l'opportunité de le faire. Mais si tu testes en product page normal et que tu te dis, OK, ça peut être intéressant de le faire, après combien de spend, typiquement, toi, tu mets ça en place? Donc ça, c'est très simple. Tu vas venir chercher dans ta niche si des gens le font. Tu vas venir chercher dans les niches de santé, etc. Tu regardes les top compétiteurs, tu regardes leur landing page qu'ils font. Tu peux voir ça sur TrendTrack. Par exemple, tu spies des fiches santé, enfin des shops santé, et tu vas venir regarder quel advertorial a le plus de trafic. Ok, donc tu reprends cet advertorial-là, tu vois que ça marche. Tu feeds à ChatGPT. Santé, alimentaire. En fait, tu sais qu'il y a beaucoup d'advertoriaux, c'est que c'est très compétitif en termes d'advertoriaux. Dans la santé, dans la beauté, dans les produits pour animaux, en fait, toutes les niches où c'est que l'audience est un peu plus âgée. Là, les gens vont faire l'effort de faire des advertoriaux, et surtout aux US. En France, ça a commencé il y a 2-3 ans, mais encore... ça a commencé à être plus sérieux il y a 2-3 ans, mais encore maintenant, c'est le néant. Et tu vas venir regarder quel format pourrait être le mieux pour ton produit. Tu peux tester différents formats. Et après, c'est simple, tu vas pas venir inventer, tu vas venir tester les angles, les messages, les bénéfices qui résonnent le mieux dans toi, dans tes ads, etc. Mais tu vas venir l'adapter à un advertorial. Et après, avec ChatGPT, tu peux créer assez facilement des advertorials. Ça prend du temps, ensuite, parce qu'il faut bien relire chaque aspect. C'est pas comme une landing page. Je sais que les gens, en fait, ils arrivent sur la landing page et ils vont regarder le haut à tout carte, peu vont descendre. Là, l'advertorial, en fait, les gens vont le lire. C'est un article. C'est-à-dire que si tu as des trucs pas cohérents, si ça donne pas envie de regarder la suite, si ça donne pas envie de cliquer, en fait, ça va pas marcher. Donc, en fait, un advertorial, c'est vraiment tout doit être bien revu plusieurs fois. Ça charge rapidement. Hein. J'ai vu des concurrents, ils mettaient pas mal d'images, des gifs, des vidéos, et ça chargeait, mais après 4 secondes, et ça va pas du tout. Genre, vraiment que ça, c'est la rapidité aussi. Que ce soit fluide comme un journal, c'est trop important. Exactement, comme un journal. Les titres aussi, enfin que ça soit court. Le titre ultra important. Et c'est ce que tu AB testes le plus. Titre, première image, il faut qu'elle crée quelque chose, il faut que ça résonne, il faut qu'on comprenne. Il faut pas que notamment elle soit trop what the fuck. On pourrait partager pour l'audience un advertorial, 2 advertorials ou 3 qui print fort. Ouais, on peut. Magnifique. Ouais. Et ensuite, après on teste, on a du trafic dessus, on voit si ça convertit ou pas. Et après, on peut améliorer selon les analytiques qu'on a. C'est-à-dire, on installe Microsoft Clarity, on voit que les gens, ils lisent et au bout d'un moment, boum, ils arrêtent à partir de là. OK, pourquoi? Peut-être on va venir tester de mettre le call to action plus avant. Peut-être qu'on va tester de mettre le call to action plus après. C'est-à-dire le premier bouton, voir la disponibilité ou accéder à l'offre, etc. On regarde si le titre marche bien. C'est-à-dire si beaucoup de personnes arrivent sur la page et partent, il y a un problème avec le titre ou la
la première image. Donc là, en fonction des résultats qu'on voit sur Microsoft Clarity, on peut changer. En fait, c'est exactement pour une landing page, c'est le même travail, simplement c'est une question de, on fait quelque chose de bien au départ, basé sur les clients, basé sur des structures qui marchent. On ne teste rien, c'est-à-dire on prend une structure de compétiteur qui marche. Pour moi, c'est comme un blog, c'est la structure. Ensuite, on prend des copies, des ad copies des bénéfices qui marchent, c'est-à-dire ce qu'on a validé sur nos ads, sur notre fiche produit, etc. En fait, pour moi, l'e-commerce et le marketing, c'est tu inventes rien. C'est juste tu prends des blocs, tu les adaptes. Même si tout est validé, eh ben, il y a encore des trucs qui vont pas jouer que tu vas pas savoir à l'avance. Et après, tu testes. Avec la data, tu vas venir optimiser ce qui va pas. Puis après, c'est que comme ça que tu peux scaler. Des fois, il y en a des qui arrivent à faire un truc directement qui marche. Mais souvent, ça demande de l'optimisation. Et vraiment, dans les landing pages, les advertoriales, à l'époque, il n'y avait pas forcément les spy tools autant développés qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Tu vois, maintenant, c'est folie. Ouais, t'as l'outil, t'as la fonction, je sais pas comment elle s'appelle, la fonction sur TrendTrack, mais en tout cas sur Fourplay, ça s'appelle Spider. Et en gros, tu peux mettre les brands et tu vois quels sont les top LP. Et ça, c'est magnifique quand tu fais ta recherche de advertorial, tu regardes c'est quoi les top LP des top 5 concurrents et tu fais exactement ce que tu viens de dire. Non, maintenant les gens sont bêtes de pas passer plus de temps à spy. Le spy, tu le sais, toi qui es spy addict, tu connais tout. Et en fait, maintenant, avec les outils qu'il y a aujourd'hui, c'est simple. Tu regardes ce que font, tu essaies de comprendre les patterns, tu testes en t'inspirant d'eux et tu testes pas en t'inspirant de ta tête. Point. Exactement. Et après, tu analyses les data avec des outils comme Microsoft Clarity, gratuits, et tu te bases par rapport à ce que répond ton trafic. Tu optimises. Toi, c'est qui dans ta team qui vient et qui analyse dans... CRO Manager. Ok. T'as quelqu'un full-time CRO. Ouais. CRO, lui, son but, c'est que chaque semaine, il va venir mettre en place des A/B tests. Chaque semaine, il va venir essayer d'optimiser cette partie landing page pour optimiser le revenu par visiteur. Pas le taux de conversion, le revenu par visiteur. Parce que tu peux... c'est quoi la différence avec une agence C'est la même chose. Une agence, elle ferait la même chose. Simplement, nous, on préfère avoir en interne parce qu'à notre niveau, je dis pas qu'on est à top niveau, mais à notre niveau, c'est qu'on a de charges salariales. Et ben, si on a avec des agences, eh ben, on paierait 150K de salaire par mois. Là, on est moins, on est à 60, 70 peut-être, 70 pour les Français. Et même comme ça représente comme une bonne charge salariale. Donc en fait, dès qu'on peut, on internalise en in-house pour avoir quelque chose qui est plus scalable ensuite. Il te fait des weekly reports, il te fait comment les reports Alors là, pour être honnête, je veux quelqu'un de mieux. Donc en fait, là, il est OK, mais pour nous aider dans notre vision aller à 100 millions, il est sur la liste rouge. Donc il est OK pour l'instant, mais en fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'être piloté. Tu vois, c'est pas un player, c'est-à-dire il m'apprend rien. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'apprend. Moi, j'ai besoin d'avoir, en toute humilité, plein de personnes qui sont meilleures que moi. Ouais. Et là, le problème dans la compagnie, c'est que le meilleur, je vais pas le dire pour avoir de l'ego, mais le meilleur, c'est moi. Et par contre, là, je vais me descendre. Et c'est une grosse erreur. C'est-à-dire que volontairement, en fait, je suis resté le meilleur, on va dire, de ma compagnie parce que mon ego voulait rester le meilleur. Mais j'ai compris, et on m'a fait comprendre, que pour avoir une compagnie qui est à top niveau, eh ben, tu dois pas être le meilleur. Ouais. Comme tu dois pas être le meilleur dans la pièce, comme tu dois pas être le plus intelligent quand tu vas à un meet-up. Faut que les personnes, elles viennent avec leur système, que toi, tu apprends de ce système quand tu les embauches, et que aussi, quand une personne, elle rentre dans ton business, elle a le fresh eyes. C'est le nouveau CEO d'acquisition.com, il parlait de ça. En gros, quand tu as un nouvel employé, ultra smart, il a un fresh eyes. C'est-à-dire il n'est pas de base dans ta société, il a ses process à lui et il voit tout comme de nouveau et il met ses process à lui. Et ensuite, toi, tu regardes si c'est bien ou pas, tu analyses et après, tu mélanges avec tes propres process. Et quand tu as vraiment des A-players, en fait, ils ont leur propre process et t'apprends. Et quand tu te dis que tu dois t'en séparer mais que tu ne le fais pas maintenant, c'est aussi smart en fait parce que quand tu scales un business, tu sais qu'il y a des personnes qui vont partir, mais tu peux pas les faire partir maintenant. Et du coup, c'est ça une erreur que moi j'ai fait où je me suis séparé trop rapidement de personnes. Mais en fait, j'avais besoin pour continuer à rouler. Tu vois. Et du coup c'est un point important que tu... Du coup, toi, tu penses t'en séparer quand ? Vu que ta vision, c'est 100 M,
Ouais. et que là, il est dans la liste rouge, après combien de temps, genre, comment tu prévois tu vas faire venir une personne, mais le temps que cette personne-là, tu la trouves, c'est quoi le process pour toi? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Ça, c'est mon process, comment je l'applique. Déjà, c'est d'avoir la vision où c'est que tu veux aller. Ok, tu sais par rapport à cette vision-là, j'ai mentionné dans le dernier podcast. Maintenant, premier des trucs, c'est quelle est la team? Quelle est la team qui va rentrer dans le bus et qui va emmener le bus, ou on va dire le jet, au résultat. Ouais. Donc là, tu sais l'équipe qui te faut à peu près. Tu vas venir voir dans ton équipe actuelle qui c'est qui fit. Si tu as un doute, il fit pas. Donc là, j'ai fait la liste et il y a la moitié des personnes dans ma compagnie qui fit pas avec notre objectif qui est de faire 100 millions l'année. Ouais. Donc il y a la moitié. En tout cas. Voire après, peut-être j'ai été gentil et il en reste quelques-uns. Donc il y a la moitié, j'ai mis ça, en gros, sur ma liste des employés. On a une Sur liste. le fichier Excel? Sur un fichier. Alors, nous, on a fait un Notion maintenant. Ok. C'est que simplement, on a la liste des employés, on a leur anniversaire, le contrat, leur statut, qui ils sont. C'est un A-player, c'est quelqu'un qui a besoin d'être piloté, c'est quelqu'un qui a risque, c'est un rouge, ou c'est quelqu'un qui est bien mais qui doit encore optimiser. T'as la date aussi de quand ils ont commencé. La date de quand ils ont commencé. Le salaire aussi. Le salaire, exactement. Puis quand on clique dessus, on a leur KPI et on a leur note de mission et on a d'autres infos qui pourraient être importantes. Donc là, il y a toute la liste des personnes et là, j'ai mis en rouge à risque, tous les profils qui ne fitent pas. Ça ne veut pas dire que là, je vais leur dire je vais les virer. Ça veut dire que je risque de les virer. Ensuite, on veut préparer ces recrutements. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit la personne, vraiment, elle est à risque et elle nous coûte de l'argent de la garder. C'est-à-dire qu'on la garde et elle nous fait perdre de l'argent. En termes de temps, elle fait perdre de l'argent aux autres équipes. Là, on la vire direct. Et là, simplement, quand tu vires quelqu'un direct et que tu n'as personne pour remplacer, tu peux soit prendre quelqu'un de manière tampon, c'est-à-dire tu prends vite un profil qui est bien, ou peut-être une agence pour venir temporiser en sachant que ça ne va pas être du long terme, mais au moins ça t'évite d'avoir un trou. Ou soit tu attends de virer la personne avant de trouver quelqu'un. Moi, je préfère attendre de virer et de trouver quelqu'un, à part si la personne vraiment c'est toxique et c'est mauvais. Donc là, ce que je fais, c'est on va venir restarter des recrutements. Enfin, on a restarté des recrutements et au fur et à mesure qu'on va trouver les personnes, on va pouvoir séparer. Mais toutes ces personnes-là qui sont à risque, je ne vais pas les virer du jour au lendemain. Là, elles doivent le savoir. C'est-à-dire que là, je leur dis déjà, et il y a des problèmes, il faut améliorer ça. Ok, comme ça, au jour venu, soit elle s'est améliorée, d'un coup on la garde, sinon ça sera logique de s'en séparer. Ouais. Et toi, là, du coup, en termes de A-player, t'en as pas mal dans ta team. Et en fait, il faut que des A-players pour arriver à 100 M. Il faut que des A-players. Après, ça dépend des visions de chacun, mais selon certaines visions et selon certaines entreprises, tu n'as pas forcément besoin d'avoir que des A-players. Tu vois, par exemple, si tu prends une usine qui fait plusieurs millions par mois, qui fait des montres. Oui, non, bien sûr. Tu vois, par exemple, elle n'a pas de A-players, elle a juste des process. Et elle a un système, elle a un marché où c'est que c'est pas ça. Il ne faut pas forcément que des A-players. Bien sûr. Donc pour moi, il ne faut pas que des A-players en e-com. Parce que, mais je veux dire, dans les pôles importants. Dans les pôles importants, voilà, il faut des tueurs. Donc, c'est-à-dire, là, en fait, on a quelques A-players, mais le reste, c'est pas vraiment des killers. Et nous, il nous faut des killers. Et donc, ta question, c'était si on avait des A-players, c'est ça? C'est ça. Que ça soit bâti que de A-players, en tout cas sur les pôles importants. Important. Tu vois, Creative Strategy, Head of Paid. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir diriger la partie Media Buying, Creative, CRO, email, tu vois, qui va venir coordonner toute cette partie-là. Là, il faut un tueur. Creative Strategy, là, il faut un tueur. CRO, là, il faut un tueur. Tu vois, actuellement, on a un gars, comme je l'ai dit, il a besoin d'être piloté. C'est-à-dire, des fois, il fait des erreurs. Si je ne contrôle pas, il fait des erreurs. Nous, on a besoin d'avoir un tueur. Quelqu'un qui dit, écoute, là, il faudrait faire ça. Parce qu'en CRO, c'est ultra important. Pour moi, c'est ultra important. C'est pas autant important que les créatifs, mais si tu n'améliores pas ton taux de conversion, tu n'améliores pas ton revenu par visiteur, tu ne testes pas des nouvelles offres, tu meurs. C'était une brand. Pour moi, c'est ça. C'est tu meurs. Et il y a aussi trop de choses que les gens font faux. Par exemple, les gens, ils testent tout sur intelligence. Et intelligence, c'est très bien quand tu veux tester en A/B test. Donc, intelligence, on avait déjà mentionné, c'est tu testes deux variables, deux variantes à la fois. C'est-à-dire que tu vas venir tester avec un bouton jaune versus un bouton rouge. OK ? Et tu vas venir regarder lequel a le meilleur revenu par visiteur. C'est-à-dire pas le meilleur taux de conversion, mais le meilleur revenu par visiteur. Parce que peut-être que bouton, c'est pas un bon exemple, mais si tu testes deux bundles, peut-être qu'un bundle, c'est que tu montres une offre plus grosse, le taux de conversion va réduire,
mais où c'est que l'AOV sera beaucoup plus élevé. Admettons que voilà, tu vends un t-shirt. Tu vends ton t-shirt à 19, tu as taux de conversion à 5%, ou tu vends ton t-shirt à 100. T-shirt premium. Taux de conversion, je sais pas, à 2%. Le revenu par visiteur sera plus élevé, si j'ai bien calculé. Après, je suis nul en maths. Sur le deuxième choix. Et tu vois, le taux de conversion est plus bas. Donc, c'est pas que le taux de conversion, c'est le revenu par visiteur. Ouais, en fait, c'est quand tu payes. Je sais, toi, c'est logique. Toi, tu sais, mais c'est pour les gens. Ouais. Mais, oui, non, mais justement, on a Andrea qui avait partagé quelque chose dans l'espace membre, dans le school. Il a montré qu'en diminuant de 10 € un produit d'un des clients avec qui il travaille, il a augmenté de 30K de chiffre d'affaires sur le mois, avec le même spend, avec tout la même chose. Parce que du coup, il a fait de l'A/B testing, il a vu qu'un prix moins cher, ça a beaucoup plus de taux de conversion et ça a le même AOV au final. Et du coup, grâce à ça, ils ont réussi. Mais du coup, pourquoi tu dis de ne pas utiliser Intelligence ? Parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu testes un trafic, mais tu ne veux pas tester l'algorithme. En fait, l'algorithme méta, pour certains tests, en fait, il va venir t'envoyer du trafic. C'est-à-dire, toi, tu as des créatifs et il va venir t'envoyer certains types de trafic en basant sur ce qu'il a acquéri comme data. Toi, admettons, tu veux tester quelque chose de totalement différent, un nouveau prix ou peut-être un marché qui est trop différent. Tu vas venir tester tes deux choses, ok ? Et en A/B test, le trafic, il va toujours mieux convertir sur ton premier. Alors que le deuxième pourrait être testé, mais de manière nouvelle sur Meta. Je m'explique. Tu veux venir tester ton t-shirt luxe versus ton t-shirt à 19, ok ? Ceux qui achètent le t-shirt luxe ne vont pas être la même audience que ceux qui achètent à 19. Tu ne testes pas la même audience. Toi, ton trafic qui vient, il va acheter à 19. C'est-à-dire que tu n'arriveras jamais à battre ton offre 19 en BTS sur Intelligence parce que l'audience que Meta t'envoie, c'est l'audience à 19. Et en fait, en faisant ça, tu vas simplement perturber Meta parce qu'il ne va pas savoir, il va essayer d'envoyer un peu des deux et tu auras des moins bonnes perfs sur Meta. Donc, pour moi, la meilleure manière de tester quelque chose qui est plus vraiment drastique, c'est de tester une nouvelle campagne sur Meta. Comme ça, Meta, tu vas dire, voilà, c'est une nouvelle audience, je vais avoir des nouveaux résultats. Donc, il faut faire très attention, ceux qui testent tout sur Intelligence, parce que tu as aussi ça à prendre en compte. Et par exemple, moi, mon CRO manager, ça, il le faisait pas. Lui, il testait tout et il disait, non, ça, on n'arrive pas à battre. Bah oui, parce que c'est normal, là, on a quelque chose qui est bien huilé, les créatifs sont en adéquation, et si il y a trop de changements, il faut tester sur Meta simplement. Ça, c'est quelque chose de très important que peu de personnes mentionnent. Voilà, j'ai pu analyser vraiment beaucoup d'ad spend. Genre, honnêtement, je pense les 3 derniers mois, à peu près 100 M d'ad spend. Et il y en a beaucoup des AA players de marque qui font ça. Qui font exactement ce que tu viens de mentionner. Qui ont plusieurs campagnes avec plusieurs. Ouais. Non, bien sûr, si on le dit ici, c'est que c'est validé. On fait, comme vous savez, on donne ici que vraiment ce qui marche, que ce qu'on a testé, que vraiment ce qui est validé. On a horreur, Nico et moi, des gens qui parlent pour parler et qui donnent des conseils parce qu'ils sont beaux, ils trouvent des bons mots pour le dire. Ouais, ça, et on a horreur. Donc, pour moi, c'est la base. Juste que ça soit clair. Ouais, ça, c'est super puissant, l'A/B testing. Ouais. C'est game changer. Mais ouais, la puissance des A-players qui t'amènent un système, franchement, là, j'ai goûté à ça avec une personne que j'ai recrutée il y a 3 mois. Quel profil ? En fait, elle s'occupe de la creator economy, donc en fait, elle s'occupe de envoyer les produits aux créateurs, faire du gifting, donc du product seeding, et elle monte tous les process, elle arrive sur mon ClickUp, elle fait tout le panel, elle fait un loom, elle explique ça. Elle a un fichier Excel avec tous les influenceurs et les créateurs qu'on va envoyer le produit, et elle a des SOP bien beaux et propres. Elle te coach en fait. Et vraiment, c'est game changer parce que en fait, c'est un gain de temps énorme. On ne se rend pas compte. Parce que si moi, juste avec mes learnings, je mets ça en place, j'aurais mis beaucoup plus de temps qu'elle, elle est juste venue et moi, je lui donne ce que j'ai en tête. Elle mixe avec ce qu'elle sait déjà faire parce qu'elle travaille avec d'autres marques qui font des chiffres très intéressants. Et vu que c'était un bon talent dans l'autre marque, ça, c'est encore mieux un bon talent chez nous parce que moi-même, je la coach. Ouais. En fait, là, je lui ai donné aussi pas mal de formations et tout, qui sont à jour. Et elle mixe tout ça et elle a fait vraiment quelque chose de magnifique. Donc, trop puissant. Ouais. Trop puissant. Mais pour trouver des A-players, il faut déjà avoir une vision.
Bien sûr. Aucun player viendra chez vous si vous n'avez pas une vision et si vous n'êtes pas développé vous-même. Ouais, ouais, super important. Il faut une vision. Il faut clairement vendre la place. Enfin, c'est pas juste, c'est pas un petit post-work avec des recherches de SAV. C'est complètement différent comme on recrute des A-players. Et aussi, ça passe aussi par les contacts que vous avez. Le réseau, ça peut grandement aider. Et surtout les headhunters. On en a un, parce qu'il y en a un, en fait, c'est juste un hunter qui m'a permis de trouver ce profil. J'avais pris une formation avec un mastermind d'un personne qui chiffre, et à l'intérieur de ça, j'ai pu accéder à un headhunter. Et grâce à ça, j'ai trouvé ce profil. Mais attention, il n'y a pas tous les profils qui sont bons. Là, typiquement, j'avais besoin de recruter une personne qui s'occupe de créer le Instagram, poster du organique, créer le TikTok, du organique, etc. avec tout du contenu pour que les influenceurs ils voient et quand ils reçoivent le produit que c'est une marque banger. Pareil, comme mon call de recrutement de mon media buyer, mais avec elle a fait un loom mais il n'y a pas sa tête. Et ensuite, parce qu'elle présentait, tout était parfait sauf ça en fait. On veut commencer à bosser avec elle, donc on l'invite sur le business manager. Elle n'arrive pas à rejoindre, ça bug, ça à droite à gauche, elle nous a envoyé un screenshot en russe. Et direct, red flag, finish. En fait, il n'y a plus de temps à coacher les gens. Les gens, ils viennent avec leur process, avec un système qui fonctionne pour toi, et tu prends que des players comme ça. Après, ça dépend des postes. Oui, ça dépend des postes. Si tu as des process. Oui, si tu as des process, ok. SAV, ok, ça peut d'impact. Ensuite, les choses. Créatif, pour moi, tu vois, créatif, c'est rare quand même qu'un créatif stratégiste arrive avec ses process et que ses process soient. Alors, il te les présente. Game changer. Il te les présente. Pour moi, et ça, c'est ce qu'il disait aussi 99 Hats, le fondateur de 99 Hats. Tu peux avoir un A-player créatif stratégiste avec un process C, ça va faire un overall de bien sûr. C. Et si tu as un top process et un créatif stratégiste B, ça va faire quand même du B ou du A. Pour moi, le process est aussi très important. Donc, c'est pour ça que c'est important en tant que founder de rester à l'affût, de tout connaître pour vraiment optimiser aussi les process. Parce que des fois, même un A-player, il va pas avoir certaines choses, il va pas avoir... Tu vas pouvoir l'aider, tu vois, avec un process. Il va être beaucoup plus performant s'il arrive dans une équipe, tout c'est que tout est bien huilé. Tu vois, sinon, s'il y a aussi trop d'efforts à faire pour lui, il va pas aimer. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je disais, c'est déjà pour attirer les A-players, ce qui est très très important, c'est d'être un founder qui attire un A-player. C'est-à-dire que tu dois être un A-player. C'est-à-dire, si tu es à un stade de débutant, tu vas pas attirer d'A-player parce que simplement, tu n'es pas un A-player. Et les A-players vont pas vouloir venir chez toi parce que je pense que tu n'as pas encore de vision et parce que tu t'es pas encore assez développé. Et un player, il veut du répondant. Il veut être avec quelqu'un qui sent qui est inspirant. Donc, premier des trucs à faire, si tu es débutant, tu as avancé, peu importe, c'est de construire ta vision. Où c'est que tu vas aller? Si tu as une brand, où c'est que tu vas emmener la brand? Et vraiment définir quelque chose de précis et d'ambitieux. C'est pas juste on veut faire 5 AD ou je sais pas, on veut faire 100K par mois. C'est vraiment ambitieux. On veut être les numéro 1 de céréales, je sais pas, en Europe. De céréales bio en Europe. Voilà, tu as une grande vision, tu définis un truc sexy. Et ensuite, les A-players, tu vas pouvoir les appâter comme ça. Nous, on veut développer ceci. On a besoin d'un killer en créative. Ok, ça match. Après, il va te découvrir toi. Tu dis, voilà, moi, tout ce que j'ai fait, on est passé de 0 à 3 millions par mois. On l'a fait avec une petite équipe. On n'a pas de VC. On n'a pas de comment on va appeler ça, d'investisseurs. Tu vois, on est vite et tout. Voilà, moi, je suis à l'affût et tout. Et ok, moi, j'ai envie de travailler avec toi. Et c'est comme ça que tu peux attirer des A-players. Donc, c'est pas juste avoir des A-players, c'est construire le socle pour ensuite que les A-players viennent plus facilement. Ouais, la grande vision, c'est super important. Ouais. Mais même pour les personnes qui débutent en e-commerce, d'avoir une grosse vision dès le départ, en vrai, ça aide. C'est obligatoire. En fait, il n'y a aucun point qui sont mauvais à penser grand. Ouais. Donc, autant juste penser grand, parce qu'ensuite, ça va ouvrir ton champ de vision. Tes actions, tu vas les faire par rapport à la vision qui est beaucoup plus grande que celle de base. Et juste, si tu penses grand, tu t'attires les meilleures actions et aussi les meilleures personnes. T'as tout résumé pour moi, c'est la différence entre ceux qui vont échouer et ceux qui réussissent. C'est juste une question de vision. Et je pense que pour tous ceux qui ont regardé beaucoup de documentaires sur Netflix, de personnes célèbres, tous, sans exception, avaient une vision grande. J'ai regardé encore là, récemment
un documentaire sur Eddie Murphy, qui est encore un grand acteur. Et ce qu'il disait, moi j'étais sûr que j'allais être célèbre. Et sa mère, ça la rendait inquiète. Elle a dit, ouais, mais si tu réussis pas, non, c'est sûr et certain. Et en fait, quand t'es sûr et que t'as une grande vision que tu vas faire de grandes choses, eh ben c'est sûr que ça arrive. Qu'en fait, c'est quand il y a du doute que ça arrive pas. Après, bien sûr, si tu veux vivre sur la Lune à pieds nus, ça va peut-être être plus compliqué. Mais c'est une vision qui est sur cette planète et que quelqu'un l'a déjà fait, se dire que c'est possible. Donc en fait, simplement, c'est juste une guerre entre toi et ton esprit, toi et ton entourage, qui va venir te réduire ta vision. Donc le premier des trucs, tu débutes et une vision grande, si c'est possible pour quelqu'un, ok, ça va être possible pour toi. Même si tu te penses moins intelligent, plus lent ou plus vieux, peu importe. Ça, c'est juste des excuses que tu te trouves. Donc ça, il faut déjà être conscient, c'est avoir une grande vision, c'est la base. Ensuite, il y aura toutes les pensées, toutes les choses qui vont venir en fait te freiner. Ça, c'est normal, ça, c'est le mental. Mais ceux qui ont les grandes visions, c'est ceux qui réussissent. Les autres, ils échouent. Ouais, le growth mindset, ça fait toute la différence. Ouais. D'ailleurs, j'ai posté un post Twitter qui a fait pas mal de débats. Enfin, qui n'a pas fait pas mal de débats, mais en gros, c'est les milliardaires dépensent des millions sur eux-mêmes. Pour devenir milliardaire. Les millionnaires dépensent des centaines de K sur eux-mêmes. Et les pauvres ne veulent rien dépenser du tout. Et ça fait jaser certaines personnes. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, ouais, c'est... En fait, quand t'es pas d'accord avec ça, c'est-à-dire que, un, tu te considères comme pauvre, et que deux, tu vas venir trouver des excuses pourquoi tu veux pas investir. Et en gros, c'était ça. Et moi, j'ai pas répondu, ou j'ai répondu de manière polie, parce que je veux pas dire, voilà, c'est que t'es un pauvre et que tu trouves des excuses. Mais en gros, c'est ça. C'est soit tu trouves des excuses, soit tu trouves des solutions. Et si quelqu'un a pu le faire, c'est qu'il y a des solutions. Et investir sur toi, c'est le meilleur des investissements. Toutes les formations, tous les échecs que tu peux avoir, tout l'argent que tu peux investir, si c'est sur toi, eh ben, tu vas rester avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Donc pour moi, toi, t'es le meilleur investissement. Pas toi, Nico, bien sûr, mais ouais, non, toi, on s'est compris. Mais l'effet cumulé dans la connaissance et dans les investissements que tu fais sur toi, c'est le meilleur investissement. Parce que tu investis dans ce qui te fait limite plus investir. C'est ce qui te fait le plus d'argent et le plus de croissance. Le ROI, je sais plus, d'investissement sur toi, je crois qu'il est de 40 fois plus élevé que n'importe quel autre investissement. Et même beaucoup plus. Ouais. Je sais plus le nombre, mais il y a un nombre, c'était vraiment... Le ROI, si tu investis sur toi, je sais plus le nombre, mais c'est vraiment insolent par rapport à n'importe quel investissement. C'est-à-dire, si tu hésites à investir, on va dire, sur l'or, dans l'immobilier, peu importe, sur toi, si tu investis rien que sur toi, le retour sur investissement va être des milliers de fois plus élevé. Et surtout, après, la LTV, c'est-à-dire combien d'argent tu vas ramasser avec ce que tu as appris, va être énorme parce que tu gardes ça en toi. À part si tu oublies, mais normalement, ce que tu apprends, ça reste. Ça reste, et même ce que tu apprends, ça se multiplie parce que tu le fais apprendre aux équipes. Et ensuite, c'est petit à petit, l'argent tombe grâce aux personnes que tu recrutes parce que tu t'es bien formé et ensuite, tu as pu avoir ta vision et c'est tout va ensemble. 100%. D'ailleurs, je pense que les gens les plus successful, c'est simplement les gens qui ont plus investi sur eux-mêmes. C'est tout. C'est pas les gens qui ont le plus de chance. Je parle pas des gens qui ont gagné à la loterie, c'est pas les gens successful, mais je parle de grands sportifs, de grandes stars. Après, ça dépend si tu considères que les grandes stars, c'est réussi. Pour moi, c'est pas dire forcément que tu as réussi, mais pour moi, quelqu'un qui est top de son domaine, voilà, c'est ça que je veux dire réussir. Surtout, je pense qu'on parle surtout des top entrepreneurs. Top entrepreneur, mais même entrepreneur ou sportif, pour moi, c'est pareil. Ouais, ou sportif. Mais tu dis acteur. Mais pour moi, quand on dit réussite, dans ma tête, il y a Jeff Bezos et les gros. Ouais, c'est exactement. C'est pour ça que je disais acteur, c'est quand même différent. Acteur, c'est différent, mais ouais, c'est pas vraiment. C'est pas le meilleur dans son domaine. Il a réussi aussi parce que des fois, ils ont un truc singulier, ils ont peut-être de la chance. C'est différent. Mais pour réussir en tant qu'acteur ou en tant qu'entrepreneur, il faut être bon. Il faut être vraiment bon. Donc pour moi, quand tu es un top sportif, ça veut dire que tu as beaucoup investi sur toi-même. C'est-à-dire que tu as eu beaucoup de feedback. C'est-à-dire que tu as beaucoup travaillé. C'est-à-dire que tu as appris, que tu t'es amélioré. Et à l'inverse, un mauvais sportif, c'est simplement quelqu'un qui a trouvé des excuses, qui a peut-être eu moins de chance, mais parce qu'il a moins provoqué. Ouais,
Bah qui oui, a- ce que tu disais avant, ils ont peut-être eu de la chance, les acteurs, mais en fait, ils peuvent la provoquer. Exactement. Ouais. Parce Donc, au qu'ils final- ont la vision x10, du coup, ils voient les Exactement, choses que ouais. les autres ne voient pas parce qu'ils se renferment sur eux-mêmes et ils se disent, OK, non, ça, c'est pas pour moi. Et du coup, tu peux passer, limite, tu as une personne qui va t'aider à faire x100 Ouais. sur ton business, mais tu n'oses pas à parler parce que tu n'es pas dans la vision x10. Ben, ta chance, tu l'as pas provoquée. Exactement. Donc, la chance, tu la provoques drastiquement. Mais je te garantis, j'ai regardé plein de documentaires, plein d'autobiographies. Tous avaient une vision. Et tous étaient sûrs de réussir. Ouais. Donc, si vous regardez ce podcast, que vous voulez réussir en e-commerce ou dans le business et que vous n'êtes pas sûr, eh ben, il faut déjà être sûr. Il Ouais. faut déjà changer ça. Il faut déjà travailler sur ça avant d'entamer le reste. Sinon, ça va venir vous freiner. Soyez sûr, et vraiment, faut être x10 parce que, en fait, x10, c'est pas forcément plus difficile que faire x2. Donc, Ouais. autant viser x10. Ouais. Mais c'est même plus simple parce que tu auras des personnes plus smart. Mais c'est ultra. J'aimerais bien qu'on continue sur ce que tu dis parce que c'est ultra important. Et juste petite histoire, en fait, sur ça. J'étais au sauna, là, où je vais tous les jours au fit, enfin, ouais, plusieurs fois par semaine. Et en fait, il y avait le founder du club de gym où je vais. On parlait et tout dans le sauna. Après, il me disait je faisais quoi, etc. Et après, je lui ai dit. Je veux une femme. Il t'a dit non, 10. Ah putain. J'ai dit ce que je faisais, ce que je vais faire. Si j'aurais pas eu une grande vision, quand je lui ai dit ce que j'allais faire, il aurait pas. Parce que là, on a networké et maintenant, il a voulu prendre mon numéro, etc. On n'aurait jamais eu ce contact sur WhatsApp. Et là, on va parler de choses ici dans le JCC. De sa famille et lui aussi, ils ont créé tous ces business de gym, etc. Ils sont ultra, ultra riches. Genre, je pense qu'ils ont plus de 100 millions. Enfin, genre, vraiment, ils sont bien. Et c'est un entrepreneur vraiment high level. Et jamais il aurait connecté avec moi si j'aurais pas, si je verrais pas grand, et si j'aurais pas partagé ce que je fais, et j'aurais pas networké avec lui. Alors que si j'étais dans ma vision et que je suis fermé, etc., j'aurais dit oui, bonjour, machin. J'aurais une vision petite, j'aurais expliqué peut-être ce que j'ai fait. Et voilà, je vise pas trop, je veux pas, voilà, je veux faire 100 cas par mois, etc. Il y aurait rien eu en fait. Il n'aurait pas. Ouais. Et cette connexion, je sais qu'elle va rapporter énormément de fruits parce qu'il a énormément de contacts ici dans les pays voisins aussi et surtout aux UAE. Et c'est un marché qui est très intéressant à faire en e-commerce, pas du tout encore prisé. Le fait d'avoir une grande vision, ça t'attire les personnes qui ont aussi une grande vision et c'est game changer. Ouais, 100%. Penser comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, si tu as un objectif et que tu galères, c'est simplement parce que peut-être tu n'as pas visé x10. Et en visant x10, tu vas venir avoir des nouvelles choses, tu vas avoir des champs d'horizon qui vont venir te permettre de grandir et de surpasser l'objectif sur quoi tu galérais avant. Et c'est vrai que de faire x10, c'est un livre d'ailleurs de Grant Cardone, je crois. Il y a plusieurs livres qui en parlent parce qu'en fait, c'est un système et ça marche. C'est simplement, tu prends ton objectif et tu fais x10. Tu penses beaucoup plus grand. Et en fait, tu vas venir voir, comme j'ai dit avant, des nouveaux horizons, des nouvelles choses qui vont venir en fait te faire accélérer. Et quand tu vois vraiment grand, eh ben, t'es comme un rouleau compresseur, tu vois. Il y a plus de chances que tu ratisses sur ton passage que si t'es petit et tu veux faire les choses sans trop prendre de risques, sans trop faire de choses. Au final, quand tu prends des massives actions, bah, tu auras plus de résultats que quelqu'un qui prend moins d'actions. Mais à nouveau, ça c'est logique. Pour moi, c'est toujours une guerre entre ce qui est logique et ce que ta tête te dit pour rester dans le confort. Et on va pas se mentir, on est tous des fainéants. Et tout ce qu'on veut, c'est réussir à avoir le plus de résultats possible en ayant le moins d'efforts possible. Et en prenant le moins de risques possible. C'est ce que notre cerveau, il veut, en fait, je Ouais. pense. Ouais, c'est ça. Parce que notre cerveau, lui, ce qu'il veut, enfin, notre système primitif, c'est survivre. Survivre. Donc, c'est sûr, il va pas te dire, Nico, fais massif d'action, fais ci, fais ça, prends des risques parce qu'il veut la survie. Donc, ça, il faut déjà le comprendre. Si vous comprenez pas ça, ça va être très difficile d'obtenir des résultats parce que ça sera toujours une guerre contre vos pensées. Enfin, votre cerveau qui veut la survie. Votre cerveau, tu lui poses la question, est-ce que je dois aller m'entraîner ou je reste sur le canapé à regarder de la télé? Il va te dire, reste sur le canapé. Donc en fait, il faut s'entraîner à, ok, mais par rapport à l'objectif, qu'est-ce qui est le plus important? Puis en fait, de s'écouter par rapport à l'objectif et non pas par rapport à ce que tu ressens comme, pas intuition, plus comme besoin. La tracking list, comme on la suit, tu vois, on fait tous les jours nos habitudes. C'est pas juste pour faire ces habitudes-là. Ouais. En fait, quand tu fais ton bain froid, quand tu fais
ta méditation, mais surtout par exemple le cas du bain froid. Ok, c'est quelque chose de difficile. C'est pas juste ok, t'es trop fort parce que tu fais ton bain froid, tu vas avoir du succès. Non, c'est en fait, on n'a pas forcément envie de le faire ce bain froid. Tu le fais, tu coches ta case, tu t'es discipliné. Par conséquent, ou si tu fais ton sport, par conséquent, bah, tu deviens quelqu'un de sportif et discipliné. Et en fait, tu es une personne qui fait ces habitudes-là et qui fait ce que tu dis que tu fais. Et du coup, tu as plus confiance en toi. Et du coup, tu sais que quand tu mets quelque chose dans ta target, tu sais que tu vas la faire parce que tu fais tes habitudes. Et tu sais que tu vas pas lâcher. Et aussi, le fait que tu fais ces bonnes habitudes, t'attires des personnes aussi. Et les gens voient que tu fais ces bonnes habitudes et que tu es une bonne personne. Et que le A-player, je sais pas, tu fais un loom, il voit, ok, t'es là, t'as de l'énergie. Et c'est parce que t'as l'énergie, parce que t'as confiance en toi, parce que tu fais ces habitudes-là. C'est pas le bain froid pour faire le bain froid, c'est le bain froid pour avoir ce système-là. Et c'est super, super important à comprendre. Parce que, ok, les gens ils disent douche froide, mais c'est pas la douche froide. Exactement. C'est le système. Ouais. Tu construis un système, c'est ultra, ultra important ce que tu as dit. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu veux réussir dans le business, tout est entrelié. Tout est lié. Et que la discipline, le mindset, etc., c'est les fondations. Donc en fait, de t'améliorer un petit peu, d'être plus discipliné chaque jour, ça va venir renforcer ce que tu disais, le fait de te dire que tu es discipliné. Plus tu vas te dire que tu es discipliné. Et surtout, de te dire que tu atteins ce que tu prévois. Genre, par exemple, en fait, ça peut... Il y a beaucoup de milliardaires même qui sont pas forcément en mode bain froid. Mais tu as beaucoup de personnes qui sont, je sais pas, très bons en jeu vidéo, très, très high level. Mais vu qu'ils se disent, OK, ça, c'est ma target et ils l'atteignent dans le jeu vidéo, en fait, ils ont une confiance en eux ultra, ultra haute. Et du coup, dans le business, ce sera la même chose. OK, je sais que je vais l'atteindre. Et si dans les jeux vidéo, tu dis que tu es le boss et que tu vas atteindre et que tu l'atteins, bah, tu as cette confiance en toi, tu la prends et après tu la mets dans le business et tu réussis. 100%. C'est pas juste en mode c'est difficile à faire. Non, le but c'est de ultra confiance en soi. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à suivre des habitudes ? L'environnement, ça joue énormément. Les pensées, c'est dans le cerveau. Hein. Après, c'est les routines aussi. Quand tu as un système, un environnement qui te fait que tes routines sont fluides, tu les fais. Ouais, tu les fais. Et les distractions, juste enlever. C'est comme quand on parle de nourriture, ok, avoir une belle peau, vivre plus longtemps. En fait, c'est juste déjà enlève toutes les distractions. C'est la même chose dans le business. T'enlèves tout ce qui... C'est vrai. Pour bien manger, c'est très simple. Ouais, tu commandes juste tout ce qui est sain. T'as rien chez toi qui est pas ça et tu vas bien manger. C'est simple. Et si t'aimes pas cuisiner, tu prends... si t'es à Dubaï, tu prends un chef. D'ailleurs, avant que tu reviennes sur ce que tu veux dire, selon toi, sur ceux qui sont à zéro et qui n'arrivent pas à démarrer de zéro, c'est quoi leur pensée ? C'est quoi qu'ils doivent travailler, selon toi, selon ce que tu as vu ? Ceux qui sont à zéro. Ceux qui ils débutent vraiment et qui vont avoir de la peine peut-être à démarrer. Tu vois, c'est que vraiment, même, ils n'arrivent pas à faire... Ils arrivent à faire zéro, en fait. Tu vois, ils n'arrivent pas à même être rentables. On a fait un meet-up mardi, c'est qu'il y avait quelques débutants, j'ai vu que tu as pu échanger avec eux. Qu'est-ce que toi, tu as vu au niveau de leurs pensées ? Moi, j'ai discuté aussi un peu avec eux. Les pensées limitantes, elles sont là. Voilà, des pensées limitantes. Moi, je n'ai vu, j'aimerais juste qu'on brainstorm un peu dessus pour faire comprendre à déjà ceux qui sont high level vraiment la différence et ceux qui débutent à leur faire comprendre qu'est-ce qui est à travailler. Pour regarder cette partie sur le podcast, donc là, on peut voir que Nico est parti aux toilettes. Donc, à chaque podcast, il le fait. Il n'arrive pas à tenir un podcast sans aller aux toilettes. Donc pour tuer le temps, je vais peut-être vous donner une petite value que Nico n'aura pas du coup. Durant le call avec Meta, ils m'ont dit quelque chose de très important. Maintenant, il y a un truc qui marche sur Meta et vous pouvez le tester, nous on l'a fait et directement ça a marché après. Donc grosse valeur. C'est en fait, vous avez des ads qui spend mais qui ne fonctionnent pas. Ok ? C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de spend, le ROS n'est pas bon et mieux vaut les couper pour votre santé du compte. Et ces créas-là, vous les coupez, mais vous n'allez pas les tuer totalement. Vous allez simplement venir les déplacer dans une campagne zombie, loser. Vous savez que toutes ces ads-là vont venir, en fait, être en compétition. En fait, ça va être les meilleurs ads des losers qui vont gagner. Et c'est surprenant le fait de voir que ces campagnes-là ont des très bons ROS. Nous, en gros, on avait tous des ads. C'est la vérité. Tous des ads qui avaient des mauvais ROS, qu'on les a mis dans une campagne zombie
Et le RS, le lendemain, était à 3,40. Et là, on a de très bons ROS sur ces campagnes zombies, en fait. Et voilà pour la value. Ok, Mathéo, aujourd'hui, t'as quoi à proposer comme value autre que celle que tu viens de dire? Ouais, mettez dans les commentaires quelle coupe vous préférez, Nico. Vous savez que Nico, c'est comme un joueur de foot. À chaque podcast, il a une nouvelle coupe. Mettez dans les commentaires quelle coupe vous préférez, Nico. Et welcome back. Thank you. Du coup, on disait les pensées limitantes des débutants. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as vu chez les débutants qui les freinent, etc. Moi, je te dirai après ma vision, mais j'aimerais d'abord avoir la tienne. Alors, une vision. En vrai, on pourra en discuter pendant 3 heures de ce que j'ai vu en quelques minutes. Mais C'est intéressant. un des points qui m'a frappé, c'est le fait de penser que c'est compliqué. Je vais pas réussir parce que 90% des gens ne réussissent pas. Penser qu'il y a plein de problématiques, mais ça c'est enfin, comment dire, C'est la réalité. ça c'est la réalité, mais en fait c'est quand t'as plein de problèmes que tu scales aussi fort, et du coup mais en fait j'avais discuté avec une personne qui débute en e-commerce, et en fait il pensait que c'était difficile, genre pour lui c'est difficile, c'est compliqué, et le fait de se dire ça, bah ça va par conséquent l'être. Et du coup, c'est juste les pensées limitantes. Si tu dis, ok, c'est simple, dans ta tête, tu vas trouver les choses plus simples que compliquées. Et juste de se dire tout le temps que c'est compliqué, Ouais. ça, c'est le c'est red compliqué. flag numéro 1, tu vois. Ouais. Je me rappelle, on avait, avec un ancien associé, on avait eu genre 600, 700K bloqués. On avait 150K de produits à envoyer qu'on pouvait pas. On a dû rembourser une grosse partie. Ensuite, finalement, on a pu livrer beaucoup quand même, etc. Et ce moment-là, ça m'a appris à être serein face à beaucoup de choses. Et en fait, même, je remercie le business, parce que quand j'ai des choses qui arrivent et que pour des personnes, c'est des problèmes, mais en fait, c'est tout simple. Faut se dire que le business, c'est simple. Le business, c'est un jeu. Et je m'amuse. Ça, c'était les affirmations qu'on mettait. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, donc c'est ça. Pour moi, c'est pensée limitante. Après, je pense que tu as beaucoup de choses aussi à dire sur... Ouais, ben ça, déjà, de voir en fait la chose comme très compliquée, ou c'est qu'il y a ci, il y a ça à faire. Au final, moi, je disais, mais c'est très simple. T'as des gens qui réussissent. T'apprends, tu suis un process, et ce process fait que tu vas réussir. C'est-à-dire, t'appliques ce que les gens font, et ce que les gens réussissent font, et simplement ça va marcher pour toi, ça risque de marcher pour toi, et tu continues jusqu'à que ça marche. C'est très simple. Et en fait, lui, il voyait pas du tout de cette manière-là. Eux, ils voyaient pas du tout de cette manière-là. Eux, ils voyaient mais qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de trucs, c'est difficile, et en fait, c'est comme si ils vont de rentrer et ils vont pas savoir où aller. Non, en fait, c'est simple. T'as la chance que maintenant l'e-commerce est très avancé, ce qui veut dire que oui, il faut avoir plus de peut-être de connaissances et de professionnalisme pour réussir sur le marché. Et simplement, tu vas venir suivre ce que les gens font. Bah, en fait, les gens, ils t'expliquent tout. Ils t'expliquent comment faire la pub sur Meta, même comment créer des créatives, même comment faire une landing page. En fait, tout. Les gens t'expliquent. T'as qu'à juste suivre. Après le gros problématique, et ça, on peut pas forcément lutter directement, c'est que ouais, j'ai l'impression qu'il y a trop de gens en fait qui vendent des formations, mais que leur métier, c'est de vendre des formations. Ouais, il disait ça, et en fait, ça te freine à penser ça. Et je lui ai dit, ben, t'as exactement raison. C'est une grande partie, c'est ça. Mais les gens qui vont prendre des formations, qui veulent prendre des formations, ils vont investir sur eux-mêmes, ils auront plus de chances de réussir que ceux qui font rien du tout parce qu'ils pensent que tout est une arnaque. Et ce que je lui dis, et c'est la vérité, c'est que le marché, surtout francophone, est en grande partie biaisé parce qu'il y a très peu de choses quali, mais qu'il y a quand même des gens quali, il y a quand même des formations quali, il y a quand même du contenu quali. Et je lui dis, c'est exactement pour ça qu'on a créé le podcast. Et après, il me disait, ça c'était intéressant, mais pourquoi vous avez créé le podcast? Qu'est-ce que vous y gagnez? Je dis, mais il faut penser, il faut pas faire les choses que pour gagner direct. T'as des gens, ça existe encore, des gens qui partagent ce qui marche pour eux, parce que si ça n'existait pas, ben en fait, personne n'apprendrait de personne si tout serait par intérêt. Donc en fait, il y a vraiment toute cette vision du monde et du monde de la formation qui est très difficile, parce que les gens ont peur, il y a des arnaques, les gens pensent que ça n'existe pas encore, les gens qui peuvent te donner des conseils, et nous on le voit, et je parle pas que de nous, mais on a plein de gens
bienveillant, qui nous donne plein de choses sans forcément attendre en retour. Et nous, après, on redonne et c'est comme ça que tu crées un cercle positif. Donc, il y a ça que j'ai remarqué. C'est principalement les principaux points. Et ce que je lui ai dit, c'est très simple. J'ai dit, tu prends le temps de trouver ce qui est quali. Vraiment, pour que tu perds pas ton temps dans une formation, dans un programme, dans un school, peu importe, qui est pas quali. Tu prends vraiment chez quelqu'un. Ensuite, tu fais à la lettre ce qu'ils disent. Et en fonction des résultats que tu as, tu ajustes et tu continues jusqu'à que tu vas réussir. Et tu fais comme un contrat, c'est-à-dire tu te donnes dans ta vision de te dire, OK, je vais réussir. Peu importe. Ça va prendre 1 mois, ça prend 1 mois, ça prend 6 mois, ça prend 6 mois, ça prend 2 ans, ça prend 2 ans. Peu importe, je continue. Et tu réussiras. En fait, si tu as ta vision, tu sais que tu vas réussir, au bout d'un moment, tu réussiras. Et pour moi, c'est le process que n'importe quel débutant ou n'importe quel débutant de n'importe quoi devrait faire. Ouais. Mais ce qu'il a fait déjà, les débutants qui sont venus là, c'est déjà très bien parce qu'ils ils se sont entourés de personnes qui font du chiffre. Et déjà, ça, c'est une très très bonne étape. Ouais. Et il y a même des personnes qui font même pas ça. Donc ça, c'est déjà top. Et ensuite, tu voulais dire quoi sur... tu voulais revenir au podcast qu'on avait fait la dernière fois. Donc si vous êtes débutant, regardez le podcast qu'on a fait de 0 à 100K. Game Changer. Si vous êtes intermédiaire avancé, regardez le podcast 100K à 1 million. Vraiment Game Changer. On partage tous les briques, toutes les structures, tous les systèmes qu'il faut mettre en place pour le faire. C'est ça. Justement, à l'intérieur de ce podcast-là, j'aimerais ajouter un point sur la sélection d'un produit. En fait, quand on a de l'expérience, on commence à avoir un peu de cash flow, des critères qui peuvent aider à vraiment bien scaler et être sûr qu'on part sur de bonnes bases. Parce que ton produit et ta stratégie de testing et ta stratégie de lancement du e-com, drop, etc., marque, elle est, je trouve, différente quand tu as très peu d'argent et peu d'expérience que quand tu as un peu d'expérience et un peu d'argent. Pour moi, c'est différent. Et quand je dis un peu, c'est quand même un minimum 10K, etc. Et du coup, j'aimerais revenir sur les critères à avoir quand tu as de l'expérience, ou si tu suis, par exemple, tous nos podcasts, donc tu es smart. Tu suis tous nos podcasts, tu chiffres. Voilà. Autant choisir un produit qui tient ces critères-là, et j'ai quelques critères que j'aimerais rajouter. J'ai quelque chose de très important. Okay, ça va être un sondage vraiment très, très important. Si vous n'avez pas encore de résultats et que vous avez suivi tous nos podcasts, si vous n'avez pas suivi tous nos podcasts, suivez tous les podcasts. Commentez, c'est quoi qui vous bloque. Si vous avez quand même des résultats, commentez ce qui vous bloque aussi. Mais vous mentionnez sur le commentaire, j'ai des résultats, mais il me manque ceci ou je fais face à cela. Et nous, on vous aidera dans le prochain podcast. D'ailleurs, est-ce que tu avais des gens qui avaient commenté sur des précédentes vidéos, tu avais des insights ou des choses qu'on pourrait partager en direct pour aider des téléspectateurs? Ah ouais, j'avais plusieurs points. Tu veux qu'on voit ça après On peut voir ça brièvement, un ou deux points. Vas-y. Je sais que ça peut être très valuable pour ceux qui regardent parce que souvent le problème d'un va être similaire ou va se retrouver chez d'autres personnes. Donc si on résout un problème, ça peut aider des milliers de personnes. J'adore vos épisodes. Je découvre depuis peu un épisode par jour. J'ai stop l'abonnement Netflix. J'ai pas mal de vidéos à voir. C'est vraiment du lourd. Bon, c'était pas une question, mais c'était... Tu voulais juste lancer des fleurs. Merci pour votre podcast de Premier Supporter, il s'appelle. C'est toujours excellent. En tant que débutant, j'aimerais une liste de toutes vos galères quand vous avez débuté. Ban, payout, fournisseur, PSP, gérer ses finances, impôts, etc. On pourrait faire un podcast de 10 heures sur tous nos problèmes. Je pense que tous les bans, on les a pris. Je me suis fait même ban Google Drive, WhatsApp. Encore maintenant, on se fait toujours ban. Genre là, je suis ban LinkedIn, je veux poster un job post, je me refais ban. Ban Upwork aussi. C'est le jeu, en fait, c'est le game. Ouais. Si t'as pas de blocage, c'est-à-dire que t'essayes pas assez. Ouais, exactement, c'est que tu remues pas assez. Ouais. Après, attention, tout ce qui est Shopify Payment, Stripe, en vrai, là, ça fait un moment que ça va plutôt bien. Et ça, si t'as toujours autant de problèmes, même après certaines années, là, c'est peut-être toi le problème. Bien sûr, ouais. Les problèmes ne doivent pas se répéter de la même manière. Ils peuvent encore survenir, mais ça ne doit pas être les mêmes problèmes qui reviennent encore et encore. Ouais, là, on a une bonne question, je pense, pour toi et que je peux aussi pouvoir répondre. Faites venir Fouad. Non, je rigole. Donc là, on a une question de Andy Rakotomavo.
Salut les gars, merci pour cette value. Je me demandais maintenant que vous avez des marques qui chiffrent, une vraie communauté, une image de marque, etc. Pourquoi est-ce que vous ne vous lancez pas avec du stock sur des marketplaces ou du B2B, en parenthèse boutique et grande surface, comme beaucoup de marques le font? Il y a une raison qui vous bloque ce marché-là, ou bien vous ne souhaitez tout simplement pas explorer ce côté. Personnellement, justement, je me lance là-dedans, mais pendant longtemps, en fait, le wholesale, autant faire de l'e-com et autant scaler ce qui marche le plus, et tu vois, donc c'est pour ça que on l'a pas fait. Wholesale, pour moi, c'est très bien quand tu as une marque, mais c'est pas en phase 1. C'est pas en phase 1, et nous, on va le faire. On va le faire certainement en 2026, mais avant ça, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais ça, tu devrais faire en wholesale, ça, tu devrais faire en wholesale. » Il faut déjà avoir les structures, il faut déjà avoir la compagnie, il faut déjà avoir les A-players. Parce que si tu veux te lancer dans plein de choses différentes et que tu n'as pas la structure, tu n'as pas l'équipe opérationnelle pour le faire, c'est pas en fait les opportunités qui vont te faire réussir. C'est ton équipe qui va venir te permettre d'obtenir les résultats. C'est-à-dire que là, se lancer en wholesale, j'aurais fait cette année, et j'aurais pas eu de résultats. C'est pour ça qu'on n'a pas encore vraiment bien exploité TikTok Shop, parce que je devais régler des problèmes de structure au niveau d'équipe pour avoir l'équipe qui peut le permettre de faire. Parce que si là, je donne ma vision, je dis voilà, TikTok Shop, on va faire ça, j'ai pas l'équipe. Pareil pour le retail. Donc pour moi, le retail, il vient, mais pas en phase 1. Et il va venir certainement l'année prochaine. Mais ça va découler d'une bonne structure pour que ça soit huilé pour anticiper les choses. Et pour moi, au départ, il faut maîtriser très bien quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut très bien maîtriser la base. Et pour moi, la base en e-commerce qui rapporte le plus, c'est méta, les créatives. Tu fais ça, ok, les créatives, tu arrives à faire des bonnes créatives, tu peux chiffrer aussi sur TikTok, sur Pinterest, sur Snap, etc. Après, tu ajoutes un peu de Google. Bref, tu maîtrises ce pay acquisition, ça te fera une base solide. Tu feras plusieurs millions par mois juste avec ça. Et en retail, de commencer avec ça, c'est très difficile de faire plusieurs millions par mois avec ça. Et une marque qui fait ça et qui rajoute le retail va être très hautement valorisée. Et ça va être plus simple de faire ça que l'inverse. Que de commencer par le retail et ensuite de venir. Parce que le retail, ça prend plus de temps, c'est stable, c'est solide, hein, je dis pas c'est solide, mais par contre, ça demande de l'énergie et il y a moins de formations qui apprennent à le faire. Donc ça va être plus simple de commencer avec ça que le retail. On a une question de Lucas. Super masterclass, les gars, un des sujets qui n'est jamais abordé, c'est comment gérer quand tu débloques le niveau supérieur en termes de cash, quand tu es débutant et que tout d'un coup tu fais 5 KD. Comment tu gères? Genre ouvrir des banques physiques, quelles dépenses faire et ne pas faire, comment garder la tête froide et se rappeler que rien n'est acquis, et expatriation en société, etc. Il y a beaucoup de contenu débutant e-com, mais très peu s'adresse aux débutants qui sont confrontés à des gros chiffres pour la première fois de leur vie. Alors, ça me fait rire parce que pour moi, c'est encore, il me parlerait de 500 KD, mais là, 5 KD, c'est rien du tout. Donc après, c'est bien, s'il peut se dire que pour lui, c'est beaucoup. Donc il fait 5 KD de BNF. Je pense que 5 KD de CA, mais ouais, les débutants, ils parlent souvent en CA. Ok. La règle numéro 1, c'est simplement de bien s'entourer direct. C'est-à-dire là, il fait 5 KD, entoure-toi de gars qui font 50 KD. Ouais. Ok, tu vas vite redescendre, tu vas vite te dire, ok, c'est rien. Ça, c'est très très important pour pas que, en fait, tu sois le meilleur de la pièce, tu vois, pas que tu sois le plus riche de la pièce. C'est très important. Il faut que ça soit toujours inconfortable pour que tu puisses toujours rester humble et t'entourer avec des gens humbles et pas faire n'importe quoi. Quand tu t'enterres avec d'autres gens qui sont un peu comme toi ou plus bas, bah, tu risques de faire n'importe quoi, tu risques de mal dépenser ton argent, même si je ne sais pas si c'est une mauvaise chose. Moi, j'aurais bien voulu faire des erreurs en termes d'argent et tu vois, dépenser mon argent bêtement, mais je ne l'ai pas fait. J'ai perdu mon argent bêtement, plutôt. Je me suis endetté, j'ai fait des mauvais moves, mais j'aurais préféré, je sais pas, dépenser d'argent, même si j'aime pas les boîtes de nuit, en boîte de nuit, voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai pas fait, donc je pourrais pas y dire. Moi, j'ai plutôt perdu mon argent bêtement dans le business, en faisant des trucs des fois risqués. Mais après, c'est... Mais je dirais vraiment, tu dois t'entourer de gens qui sont au-dessus. Tu grandis, tu dois toujours t'entourer de gens qui sont au-dessus. Tu dois toujours être pas le plus grand de la pièce. Et après, gérer ton argent. Je ne veux pas donner des conseils financiers, je ne suis pas le meilleur là-dedans. Honnêtement, moi, à part l'e-com, le reste... on va dire le sport, l'hygiène, la santé, ça je maîtrise. Mais sinon, le reste, je veux pas donner trop de conseils parce que je suis pas un expert là-dedans, je suis pas un master là-dedans. Mais je dirais, c'est simple, ton argent, essaie d'en garder de côté, essaie de l'investir en toi et entoure-toi de personnes qui sont au-dessus.
Et ils vont te donner des conseils. Ils vont te donner des conseils et tu vas être cadré. Totalement. Après, quand il dit ouvrir des banques physiques, ben justement, moi, j'avais entendu beaucoup de personnes disaient voilà, tu scales fort, ensuite tu vas aux US, tu ouvres des comptes. Je suis allé aux US et je vais chez Chase, j'ouvre un compte. Déjà, ça prend. Donc, je suis allé, j'ai dû prendre un rendez-vous. Ensuite, j'arrive. On met 5 heures à créer le compte avec quelqu'un qui est pas très fort en informatique. Il me pose 50 000 questions. Et j'arrive à la fin, j'ai le compte. Il me dit du coup, vous allez faire quoi là? Comment vous allez l'utiliser? Alors, moi, j'ai répondu ok, là, je vais créer genre 10 cartes virtuelles. J'ai besoin là pour tous ces ad spend à droite à gauche. Il me dit non, il n'y a qu'une carte. J'étais là, waouh! Tout ça pour ça. Moi, dans ma tête, j'allais spend à balle et tout avec leurs cartes. Et on peut qu'avoir une carte, c'est tout lent, etc. Donc les banques physiques, c'est pas forcément mieux. Il y a beaucoup de personnes dans leur tête, c'est banque physique, c'est banger. Par exemple, la banque aux US qui s'appelle Slash, elle est vraiment banger. Ouais, c'est banger. En plus, on a du cashback. Là, on a de l'argent qui rentre gratuitement grâce à du cashback. En gros, on spend 10K en ads, par exemple. On reçoit 3% de ce montant-là gratuit. Donc, ouais, au niveau des setups, bah nous, typiquement dans le school, on partage les setups à suivre, US, UK, etc. C'est les setups les plus utilisés en e-com. Après, il y a aussi Hong Kong. Mais bientôt, je pense qu'il y aura setup UAI à voir, parce que Shopify Payment va être dispo en fait ici, à voir le taux d'acceptance rate en worldwide, si ça va être intéressant ou pas. Mais sinon, je dirais la plupart des personnes qui scalent fort, ils ont une société aux US. S'ils sont aux US, s'ils vendent aux US. Ouais. Sinon, ça sert à rien de faire. La worldwide, après, je pense que ça peut quand même. Ouais, worldwide, ça peut être intéressant. Ouais. Et du coup, la liste là sur les produits, sur les critères de produits, quand tu as de l'argent et tu as un peu de ressources, c'est quoi là, si tu as trouvé le produit parfait? Ouais, justement, c'est quelque chose que j'aimerais rajouter au dernier podcast où on a fait à 2. Quand tu as de l'argent, quand tu as de la connaissance, que tu suis tous nos podcasts, ben ok, quoi faire? Parce qu'on ne va pas toujours faire, par exemple, que du fashion avec des produits qui sont pas forcément qualitatifs, ou enfin pas qualitatifs, mais où le client ne rachète pas plusieurs fois, etc. En fait, il faut penser à build quelque chose de concret pour taper les 50 KD, les 100 KD, les plusieurs millions par mois, et même faire des brands aux US. Si tu suis les critères que je vais te mentionner, ça va être vraiment banger. Et ça va être même encore plus banger si tu prends tous ces points et tu fais quelque chose en Europe. Ça va être vraiment facile de chiffrer. Donc, premier point, il faut un TAM massif. Choisir un marché énorme pour pouvoir spend, multiplier tes angles marketing et scaler longtemps. C'est super important, on le dit à chaque fois. Deuxième point, une douleur forte. Si tu as un problème qui est intense, tu auras plus de conversions, plus de CTR, plus de viralité et simplement les personnes pourront racheter plus parce que c'est un pain point. Admettons, tu as un pain point qui est quotidien, bah, tous les jours ça te rappelle et tous les jours tu as envie de solutionner ça et du coup ça se rachète. Donc au plus tu as une douleur forte, au plus c'est banger. Ensuite, est-ce qu'il y a possibilité de faire une transformation qui est visible très rapidement? En gros, résultat compréhensible en quelques secondes. Un wow effect que tu vois directement. Voilà, comme le wow effect. Tu mets un truc sur la peau, boum, tu vois le résultat. Tu mets un habit, boum, tu sens directement le résultat. Exactement, si tu as quelque chose comme ça, c'est banger. Ensuite, numéro 4, le produit doit vraiment résoudre ce que tu mentionnes dans les ads. On fait tous des promesses assez grosses, etc. dans les ads, mais si ça le résout vraiment, c'est banger. Et sur le long terme, ou si tu as l'effet cumulé où les personnes vont en parler à droite, à gauche à leurs amis, et juste overall, c'est mieux. Donc, ceux qui gagnent à long terme, ils ont un produit qui tient la promesse. Tu auras des meilleures reviews, des meilleurs coûts par acquisition, et tu pourras faire un exit avec ta brand, et juste ta LTV sera plus grande. En fait, c'est simple. Hein. Ton produit fonctionne vraiment, ça résout ce que tu mentionnes dans les ads. Les gens vont parler. Repeat. Quand tu enverras des mails, les gens vont racheter. Tu vois, ça change tout. Ensuite, différenciation claire. Le client doit voir instantanément pourquoi ton produit est unique. Tu arrives avec un produit qui résout le même problème que tes concurrents, mais de façon différente. T'as déjà, entre guillemets, t'es déjà différent en fait, c'est déjà banger. Par exemple, la créatine, à l'époque, tout le monde, voilà, on prend de la créatine de façon avec de la poudre, t'arrives avec le gummy, bah c'est banger. Tu vois. Ensuite, les mathématiques dans l'e-com, tout ce qui est unit économique, donc avoir
de la marge sur ton produit. Avoir la possibilité, du coup, d'avoir un AOV plus élevé pour pouvoir spend beaucoup et juste pouvoir outspend tes concurrents. Game changer. Quand tu arrives à un certain stade, vraiment, l'e-com, c'est des mathématiques. C'est OK, avant de faire ta marque, peut-être prends le temps d'analyser les mathématiques du projet e-commerce que tu lances. Ouais. Parce que tu vas passer plusieurs années à faire ça. Si juste tu lances ça en mode à la va-vite et c'est vraiment un projet de marque énorme, vraiment prends le temps de OK, j'analyse bien mes chiffres. Et c'est vraiment un point sous-côté. Hein. Et mathématiques, c'est même tu fais ton calcul, est-ce que ton produit peut se racheter? OK, à partir de combien de temps tu peux te permettre d'être break-even, etc. Et ça peut être game changer. Ouais, tu peux préparer ton produit que tu veux lancer avec les maths. Tu fais comme un calcul pour optimiser. Ouais, à l'avance, c'est... Ensuite, est-ce que tu as un AOV suffisant? Comme je l'ai juste mentionné, en gros, si tu as un panier moyen à 30, 40, ça va être compliqué aux US pour faire une brand qui scale fort, plutôt qu'un produit où tu peux faire des bundles ou avoir un AOV plus élevé à, je dirais, minimum 75, 100, et au plus c'est élevé, au mieux c'est. Ensuite, est-ce que c'est itérable? Est-ce que tu vas pouvoir faire peut-être des variantes, peut-être des bundles, peut-être améliorer le produit sur le long terme? Est-ce que c'est possible encore avec le produit que tu vas lancer? Ça, c'est un point important. Est-ce que même dès le début, tu peux améliorer ton produit pour le lancer sur le marché? Ensuite, est-ce que tes publicités avec ce produit, tu pourras faire genre énormément de hooks? Tu pourras avoir plein d'angles marketing différents. Est-ce que c'est un produit que tu vas pouvoir envoyer à des créateurs pour faire de la co-publicité, pour faire du gifting? Est-ce que ton produit est viable pour ça? Ça, c'est un point. En fait, si ça coche tous ces points, c'est vraiment le banger. C'est le banger. Mais il y en a plein des produits comme ça. Simplement, faut avoir ça en tête. Bien sûr. Pas faire de compromis. Bien sûr. Aussi, après, tu peux aussi avoir un leverage au niveau des plateformes. Si tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui chiffrent tout d'un coup sur TikTok et qu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes sur Meta, juste de faire une brand similaire un peu mieux, c'est banger aussi au niveau des leverage des plateformes. Ok, top. Donc ça, c'est ta value de la fin. On arrive à la fin du podcast. Ouais. Donc en gros, produit, mathématiques, marketing smart et build un empire avec un écosystème. Ça, on pourra rajouter juste un petit PDF de cette liste. Ouais, possible. Je pense que ça peut être très valuable pour ceux qui regardent. On vous donnera un petit PDF. Comme ça, vous aurez juste une checklist. Ça vaut de l'or. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as une petite value à partager? Alors, une petite value, là, on n'a pas énormément de temps. Donc, une petite value importante. Là, ce qu'on va faire, j'avais partagé qu'on fait une stratégie de tickets d'or. On sait qu'on va donner des tickets où c'est que les gens vont gagner des choses, des produits gratuits. Ok, beaucoup de produits, c'est une très grosse valeur. On n'en donne pas 1000, on en donne, je sais plus combien, une cinquantaine, je crois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va offrir un second prix, c'est-à-dire on appelle ça un prix junior pour tout le reste. Ok, vous avez quand même participé, on vous donne un second prix. Et ce second prix, il est très intéressant. Ça va être un mois d'une subscription qu'on a gratuitement, plus $25 de voucher sur le site. En gros, on leur donne $25 plus un mois gratuit, c'est qu'ils payent juste les frais de port sur une subscription. Ce qui fait que nous, on est à peu près break-even sur la subscription, que ça ne nous coûte rien de donner $25, mais la valeur perçue pour eux est grande. Waouh, c'est comme si il a gagné, c'est comme s'il a gagné presque $100, tu vois. Et ça, on va mettre dans tous les paquets qui n'ont pas de Win d'or, qui n'ont pas gagné le Golden Ticket. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, et Hormozy, il en parle dans son livre, et c'est en gros, tu fais un concours et tu donnes quand même un prix secondaire pour tous ceux qui n'ont pas gagné parce que en fait, le taux de conversion va être énorme là-dessus. Parce que, ok, ils ont un truc unique. Et ça, c'est très smart parce que surtout en fin d'année, les gens, ils vont avoir le voucher, ils vont avoir le moins gratuit. Et s'ils prennent un des deux, nous, ça nous fait de l'argent. Donc voilà pour le petit Golden Tips. Énorme. Et toi? On a parlé avant de faire x10. Et là, je vais vous partager quelque chose que j'ai lu dans le livre de Dan Martel,
à la fin, dans les derniers chapitres, il mentionne ça. Je pense qu'il a fait exprès de donner ça à la fin du livre pour vraiment que donner aux personnes qui suivent les choses jusqu'au bout. Pareil pour vous, là, vous suivez le podcast jusqu'au bout. Et donc, je vous partage vraiment cette value que je trouve insane, surtout pour tout ce qui est visualisation, atteindre ses objectifs, faire x10. Je trouve ça vraiment banger. Si jusqu'à maintenant vous êtes en x2 sur le podcast, x3 ou que c'est un peu le rush, prenez le temps, respirez et mettez en x1 ce que je vais vous partager. Je l'ai trouvé vraiment banger. Je l'ai appliqué pas mal de fois déjà et je trouve que c'est trop fort. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Genre, imaginez-vous assis dans une salle de cinéma, visualisez les détails, la taille de l'écran, la scène, les rangées devant vous. Et là, le film démarre. Donc le film, il démarre et c'est un film où vous vivez votre vision x10. Vous vous réveillez motivé pour construire votre empire. Vous êtes concentré sur ce qui vous rapporte réellement, ce qui est production, acquisition, juste vous suivez la loi de Pareto. Vous êtes concentré sur ça. Votre business tourne comme une machine bien huilée avec des playbooks qui sont clairs, une équipe de A-players, des SOP à la perfection, une équipe vraiment soudée. Vous avez une assistante qui vous aide à gérer tous vos mails personnels. Elle gère votre agenda. Vous avez votre boutique avec les ventes Shopify qui explosent. Vous faites des ventes records. Quand vous regardez votre dashboard, vous souriez. Et aussi, vous avez un entourage de personnes qui font 200 KD et vous êtes au top. Personne ne contrôle votre vie à part vous. Étape numéro 2, levez-vous de votre siège, avancez vers l'écran, entrez dans le film et dans la vie x10 et vivez-la entièrement. Donc, essayez de ressentir au maximum comme si c'était réel. Vous êtes dans votre maison, vous côtoyez des personnes qui scalent drastiquement et juste vos résultats sont là. Vous vous sentez fier de vous. Vous entendez les gens parler, rire, vous encourager, vous ressentez les vêtements que vous portez, vous sentez les odeurs autour de vous, vous goûtez à l'atmosphère et simplement les expressions de votre visage, vous les ressentez, vous voyez votre posture, votre énergie qui est au top, votre cœur s'accélère, vos nerfs s'activent et la vision prend vie. Vraiment, essayez de visualiser ça au max. Vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, mais donc vraiment essayez de ressentir ça au maximum. Vous êtes rentré dans ce film. Okay, étape numéro 3, une fois que vous avez bien visualisé ça, il y a un process très important parce que le cerveau, il n'aime pas tout ce qui est inconfortable et va peut-être vous dire « Ok, en fait, c'est trop loin pour moi ces objectifs. » Là, ce que vous allez devoir dire à votre petite voix intérieure, c'est « Merci, mais ce n'est pas nécessaire. » Juste ça, vous vous dites ça. Ensuite, votre cerveau, il vous dira « Ouais, mais ça va demander beaucoup de travail. » Votre voix, faut lui dire merci, ce n'est pas nécessaire. Et en fait, tout ce qui vient essayer de vous bloquer, vous dites merci, ce n'est pas nécessaire. Et vous le dites autant de fois que possible pour que ça les annule. Et juste ça, c'est banger. Faire cet exercice de visualisation, après, je dis dans un cinéma, mais ça peut être aussi ailleurs, c'est vraiment banger. Et je le rappelle juste, ça vient de Dan Martell, de son livre. Il a plus de 100 M en net worth et il a plusieurs SaaS, plusieurs entreprises à succès. Je l'ai rencontré il y a 1 ou 2 semaines et vraiment, c'est game changer. Et l'important, quand vous voyez cette vidéo, ça veut dire que le school est ouvert. On l'a déjà mentionné, je pense, sur le dernier podcast. Pour Black Friday, on ne fait pas d'offre. On fait pas d'offre. Mais en fait, l'offre, c'est qu'on réouvre. L'offre, c'est qu'on réouvre. Pour ceux qui sont dedans, vous pouvez témoigner en commentaire. La valeur est bien plus haute que n'importe quelle formation que vous pouvez trouver. La valeur est encore plus élevée que des coachings que vous pouvez avoir. Ce qu'on donne vraiment, c'est une communauté, des informations que vous trouverez nulle part ailleurs et surtout une communauté où grandir. C'est-à-dire, vous rentrez dans le school, ce qu'on vous garantit, c'est que vous allez grandir. C'est que ceux qui sont dans le school, ils vont obtenir beaucoup de résultats. D'ailleurs, la preuve, la plupart obtiennent des résultats très rapides. Après, on ne garantit pas de résultats, par contre, parce que ça, c'est propre à vous. Et surtout qu'on le fait pour vous. C'est-à-dire, on n'en a rien à foutre si ça ne vous intéresse pas. On ne peut pas vous faire rentrer. Ceux pour qui ça fait du sens, sachez que le school est ouvert. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Je dirais un des points forts
de ce school et de cette communauté, c'est que c'est constamment à jour. Ouais. Ouais, très Et important. ça, dans les formations, il n'y a pas. Ouais. Je voulais juste rajouter ça. Très bien. Merci les gars. À bientôt. Merci Ciao, ciao. Mathéo. À bientôt.